Ma fille allait épouser un conseiller financier, et toute la famille l'adorait. Lors du dîner de répétition à Penticton, elle m'a pris à part et m'a murmuré « Papa, il Y a un problème avec le fonds fiduciaire. » J'ai souri aux invités. Ma fille avait planifié ses fiançailles pendant 6 mois, et tout semblait parfait. Le jardin de notre propriété à Colonna était illuminé par des guirlandes. 60 invités riaient et trinquaient, et mon futur gendre se tenait au centre de tout, le bras autour de la taille de ma fille, souriant comme un homme qui avait déjà gagné. C'est alors que ma fille s'éloigna de lui un instant, vint vers moi, près du mur du jardin, me serra l'avant-bras et me murmura 4 mots qui firent soudainement lourd le vin dans ma main. « Papa, vérifie ses références. » Puis elle retourna vers lui, sourit à une voisine qui les félicitait, et agit comme si rien ne s'était passé. Je gardai mon visage complètement impassible. 41 ans dans l'immobilier commercial vous apprennent au moins cela. Je m'appelle Robert Gallagher. J'ai 64 ans, je suis semi-retraité, et je vis sur la propriété que ma défunte femme, Patricia, et moi avons construite ensemble pendant près de 3 décennies dans l'Okanagan. Patricia est décédée il y a 4 ans d'un cancer qui a progressé plus vite que nous ne l'avions prévu. Avant de mourir, elle m'a fait promettre 2 choses. La première, c'était que j'arrêterais de travailler 7 jours par semaine. La seconde, que je prendrais soin de notre fille, Megan. Pas de la manière qui maintient une femme adulte dans l'enfance, elle était claire là-dessus. Elle voulait dire l'autre genre de prise en charge, celle où l'on fait attention, où l'on reste vigilant. Je n'avais pas toujours bien rempli cette deuxième promesse, mais j'essayais. Megan avait 31 ans lorsqu'elle a rencontré Thomas lors d'un dîner de collecte de fonds à Vancouver. Elle s'y était installée 8 ans plus tôt pour le travail, avait bâti une carrière dans l'administration de la santé, et avait été prudente avec son cœur, comme le sont les gens après 1 ou 2 relations qui se sont mal terminées. Elle m'a appelé 2 jours après ce dîner, et j'entendais quelque chose de différent dans sa voix. Pas seulement de l'excitation, quelque chose de plus doux que l'excitation. Il avait 40 ans, m'a-t-elle dit. Un conseiller financier spécialisé dans la planification successorale pour les familles à fortune élevée. Il avait grandi à Halifax, déménagé dans l'Ouest pour l'université, et avait bâti sa pratique sur 15 ans. Il était calme, a-t-elle dit, mesuré. Il posait de bonnes questions et écoutait les réponses. Il la faisait se sentir et elle a marqué une pause ici, cherchant le mot juste vu. J'étais content pour elle. Je l'étais. La première fois que j'ai rencontré Thomas, ce fut lors d'un dîner qu'elle avait organisé dans un restaurant de Colonna, environ 3 mois après le début de leur relation. Il était venu de Vancouver spécialement pour cela. Il était grand, bien habillé sans être clinquant, et il avait cette qualité particulière que les gens très doués en vente développent après des années de pratique, la capacité de faire en sorte que quiconque à qui il parle se sente la personne la plus importante de la pièce. Il m'a posé des questions sur ma carrière avec un intérêt qui semblait sincère. Il en savait suffisamment sur l'immobilier commercial pour poser des questions intelligentes. Il était attentif à Megan d'une manière qui paraissait tout à fait naturelle. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, et je suis resté longtemps assis dans le vieux fauteuil de lecture de Patricia. Quelque chose ressemblait à une performance. Je ne pouvais pas mieux l'expliquer. Rien de ce qu'il a dit n'était faux. Rien de ce qu'il a fait n'était faux. Mais il y avait une qualité dans son attention qui me rappelait quelqu'un faisant une très bonne imitation d'une personne réelle, plutôt que d'en être une. Patricia m'aurait dit que j'étais impossible. Peut-être aurait-elle eu raison. J'ai gardé ce sentiment pour moi. Ils sont sortis ensemble pendant 14 mois avant qu'il ne la demande en mariage. Il l'a fait au restaurant de Vancouver où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous. Elle m'a appelé depuis le parking après, pleurant encore de joie, et je lui ai dit que j'étais ravi pour elle. Je ne mentais pas entièrement. Je voulais vraiment être ravi. Les fiançailles à Colonna ont eu lieu 6 semaines plus tard. Megan avait organisé la majeure partie elle-même, avec l'aide de sa plus proche amie, Diane, qui était venue de Kamloops pour le week-end. Thomas est arrivé la veille au soir avec ce qui semblait être la moitié d'une garde-robe, s'est installé dans la chambre d'amis, et a passé la matinée précédant la fête à prendre des appels dans le jardin, qu'il terminait rapidement dès que je m'approchais. Je me suis dit que c'était normal. Les consultants prennent des appels le week-end, c'est simplement leur vie. Puis Megan a dit ce qu'elle a dit à la fête, et j'ai compris qu'elle ne l'avait pas dit sur un coup de tête. Elle avait attendu un moment où elle pourrait le dire sans être entendue. Elle avait choisi ses mots avec soin. 4 mots, pas 10.
Assez pour me dire que quelque chose n'allait pas assez pour provoquer un incident si quelqu'un avait regardé. Ma fille n'est pas une femme qui panique. Elle portait quelque chose, et elle m'avait choisi pour le porter avec elle. Je suis resté à la fête encore 40 minutes. J'ai ri au bon moment, j'ai rempli mon verre une fois, et j'ai parlé avec Thomas pendant près de 10 minutes de l'industrie viticole de l'Okanagan. Il était charmant et détendu. J'ai observé ses yeux pendant qu'il parlait. Ils étaient actifs, d'une manière que son visage n'était pas. Après le départ des derniers invités, et que Megan et Diane rangeaient dans la cuisine, j'ai dit à tout le monde que j'étais fatigué et je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas un homme qui utilise très bien Internet. Mon assistante à la firme a passé des années à me rediriger doucement des moteurs de recherche vers les appels téléphoniques, où je suis bien meilleur. Mes gens savaient assez pour commencer quelque part. J'ai tapé « Thomas Hill conseiller financier Halifax » et j'ai passé 1 heure à lire. Son site web professionnel était propre et crédible. LinkedIn montrait un historique de carrière stable. Il y avait quelques mentions dans des publications de l'industrie. Rien de remarquable. Son visage apparaissait sur une photo de groupe d'un tournoi de golf caritatif à Vancouver 3 ans plus tôt. Tout semblait exactement comme il se devait. C'est cela, d'une étrange manière, qui me dérangeait. Le lendemain matin, j'ai appelé Megan avant que Thomas ne se réveille. Elle est venue dans le jardin et je lui ai demandé directement. Elle avait fouillé son ordinateur portable, m'a-t-elle dit, pas par suspicion au début, mais parce que le sien chargeait dans leur chambre, et qu'elle avait besoin de chercher quelque chose rapidement. Elle avait ouvert un onglet de navigateur qu'il n'avait pas fermé. C'était une feuille de calcul. En haut de la colonne, elle avait eu le temps de lire avant de l'entendre descendre le couloir. Elle a vu « Megan Gallagher propriété Colonna valeur successorale », puis un nombre qu'elle reconnaissait comme une approximation de ce qu'elle pensait être la valeur de ma succession. Elle a fermé l'ordinateur portable avant qu'il n'atteigne la pièce. Elle n'a rien dit. Elle avait passé 3 semaines à essayer de se convaincre qu'il y avait une explication innocente. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait de me le dire. Je lui ai dit d'agir normalement. Je lui ai dit que je m'en occuperais. Elle m'a regardé comme elle me regardait quand elle avait 9 ans, et qu'elle était tombée de son vélo, essayant très fort de ne pas pleurer. J'ai soutenu ce regard aussi longtemps que nécessaire. Et puis je suis rentré et j'ai appelé mon avocate. Hélène Marsh s'occupait des affaires juridiques de notre famille depuis 18 ans. Je l'avais engagée la première fois lorsque Patricia et moi restructurions nos biens immobiliers, et c'est elle qui m'avait aidé à créer la fiducie familiale après le décès de Patricia. Pas énorme selon les standards de certains, mais la fiducie familiale Gallagher représentait le travail accumulé de 4 décennies, la propriété de Colonna, 2 bâtiments commerciaux à Penticton, et un portefeuille d'investissement que Patricia avait géré avec une patience extraordinaire. Megan était la principale bénéficiaire. Hélène, ai-je dit, si quelqu'un épousait Megan et qu'elle l'ajoutait ensuite à la fiducie en tant que cofiduciaire ou bénéficiaire désigné, à quelle vitesse les actifs pourraient-ils être déplacés? Elle fut silencieuse un instant. Selon la structure et l'autorité de signature, dit-elle, cela pourrait se produire en quelques jours s'ils avaient la bonne documentation et accès aux institutions financières, possiblement plus vite. De quoi aurait-il besoin? Un certificat de mariage, sa signature et la signature du cofiduciaire sur les documents de modification, et l'accès au numéro de compte, qui se trouverait dans les documents de la fiducie eux-mêmes. Je l'ai remercié et lui ai dit que je pourrais avoir besoin de la rappeler bientôt. Ensuite, j'ai appelé un homme nommé Gary Sinclair. J'avais rencontré Gary 15 ans plus tôt, alors qu'il effectuait des vérifications d'antécédents pour une grande transaction commerciale à laquelle j'étais impliqué. Il avait depuis bâti une pratique d'enquête privée petite mais très réputée dans le Lower-Mainland. Il était méthodique, discret, et ne spéculait pas. Il vous disait ce qu'il avait trouvé et rien de plus, ce qui est le seul type de personne à embaucher pour un tel travail. J'ai dit à Gary que j'avais besoin d'une vérification complète des antécédents de Thomas Hill, 40 ans, conseiller financier, Vancouver. Je lui ai donné les détails que Megan m'avait partagés au cours de 14 mois. Je ne lui ai pas encore dit pourquoi. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. 3 jours pour le travail de surface, a-t-il dit, 1 semaine pour quelque chose de plus approfondi. J'ai dit que j'en avais besoin en 5 jours. Il a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Ces 5 jours furent parmi les plus difficiles que j'ai passés.
Thomas resta à Colonna encore 2 jours après la fête, serviable et agréable à côtoyer, et je me suis assis en face de lui à table chaque soir, parlant de vin, de valeurs immobilières, et des défis particuliers du Coquillala en hiver. Il était très bon en conversation de table. Je me suis même surpris à presque l'apprécier, ce qui rendait tout cela encore pire. Il est retourné à Vancouver un mardi. Meghan est restée un jour de plus. Je lui ai dit le peu que je savais, ce qui n'était pas encore grand-chose, et je lui ai répété d'agir normalement. Elle était effrayée, je pouvais le voir. Mais elle était aussi en colère, d'une manière qui lui donnait de la stabilité. Patricia était pareille, quand elles étaient effrayées et en colère simultanément, les femmes de ma famille devenaient très, très calmes. Gary a appelé le 5e jour. Son vrai nom n'était pas Thomas Hay. C'était Trevor Halliday, né à Moncton, au Nouveau-Brunswick, il y a 41 ans. Son passé à Halifax était en partie vrai, il y avait vécu. Mais l'historique de carrière que les sources de Gary avaient découvert était substantiellement différent de celui de son profil LinkedIn. Il y avait un procès civil en Nouvelle-Écosse datant de 7 ans. Un ancien partenaire commercial avait allégué que Trevor Halliday avait falsifié des documents financiers afin d'obtenir l'accès à un compte joint, qu'il avait ensuite liquidé. L'affaire avait été réglée à l'amiable. Les montants étaient scellés, mais la documentation existait. Il y avait aussi un mariage. Trevor Halliday avait été marié à une femme à Fredericton, divorcé après 22 mois. Son père, Gary l'avait découvert par les registres fonciers, possédait un important portefeuille de propriétés commerciales au Nouveau-Brunswick. Le règlement de divorce incluait un paiement à Trevor, qui provenait, selon une source que Gary ne nommerait pas, mais qu'il disait fiable, du beau-père, qui voulait simplement que la situation se termine discrètement. Et il y avait un 3e nom sur la liste de Gary, une femme à Calgary. Son nom était Renata Voss. Selon ce que Gary avait trouvé, elle avait 44 ans, et elle et Trevor Halliday partageaient une société numérotée enregistrée en Alberta. La société n'avait aucune activité commerciale visible, mais de l'argent y avait transité. Gary avait les relevés de transfert. J'étais assis dans mon bureau, le téléphone à l'oreille, regardant le vignoble qui longeait le côté sud de la propriété. « Gary, ai-je dit, cet homme compte-t-il épouser ma fille pour accéder à son héritage ?» « Je pense, dit Gary prudemment, que quelqu'un a déjà fait quelque chose de très similaire, et que la structure est suffisamment semblable pour justifier de sérieuses préoccupations. » Je lui ai demandé de continuer à chercher. J'ai posé des questions spécifiques sur Renata Voss. J'ai demandé s'il y avait d'autres liens avec la fiducie familiale, plus précisément si quelqu'un avait fait des demandes de renseignements. Il a dit qu'il me rappellerait. Il a rappelé le soir suivant. Renata Voss avait travaillé pendant 3 ans comme parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en planification successorale à Calgary. Elle avait quitté cette firme dans des circonstances que Gary a décrites comme « floues », mais il a noté qu'elle était partie sans référence et sans la perspective de partenariat qui lui avait apparemment été promise. Elle travaillait maintenant, sur le papier, comme consultante juridique indépendante. Son revenu réel, d'après ce que Gary avait pu retracer, semblait provenir principalement de la société numérotée qu'elle partageait avec Trevor. Plus important encore, Gary avait trouvé des courriels. Il n'a pas expliqué en détail comment, et je n'ai pas demandé, mais Trevor avait utilisé un compte de courriel personnel qui n'avait pas été suffisamment sécurisé, et Gary avait une source qui avait accédé à une partie de la correspondance. Dans ces courriels, Trevor faisait référence à Meghan par son prénom, et à la succession Gallagher par un raccourci que Gary n'a pas voulu répéter au téléphone, mais qui rendait claire la nature du plan. Renata l'avait conseillé sur le processus de modification de la fiducie. Elle savait exactement quels documents devraient être signés et dans quel ordre pour donner accès à Trevor avant que toute contestation légale ne puisse être montée. Il prévoyait de déménager dans les 30 jours suivant le mariage. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Patricia. J'ai pensé aux 31 années qu'elle avait passées à m'aider à construire tout ce qui était maintenant dans le collimateur de 2 personnes qui avaient fait cela, ou quelque chose de très similaire, au moins une fois auparavant. Puis j'ai commencé à planifier. Le mariage de Meghan était dans 8 semaines. Le lieu était une propriété viticole en dehors de Naramata, qu'elle avait réservée près d'1 an à l'avance. 110 invités. Le dîner de répétition était la veille dans un hôtel de charme à Penticton. 40 invités, la famille proche, et la suite nuptiale. J'ai rappelé Hélène Marsh. Je lui ai raconté ce que Gary avait trouvé.
Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit des choses que je ne répéterai pas entièrement, car c'est une professionnelle posée, et elle n'était pas posée. Quand elle eut fini, elle me dit qu'elle pouvait travailler avec l'unité des crimes financiers de la GRC, qu'elle avait un contact là-bas, et que la documentation que Gary avait rassemblée était probablement suffisante pour ouvrir une enquête formelle. Mais elle me dit aussi que le résultat le plus durable, celui qui serait le plus difficile à contester plus tard, serait que Trevor soit pris en flagrant délit de tentative de fraude, plutôt que d'être simplement accusé de l'avoir planifié. Je lui ai dit de contacter le contact de la GRC. Je lui ai dit que je m'occuperais du reste. Il y a une patience particulière que l'on développe en 40 ans de négociation de transactions immobilières commerciales. On apprend que la personne qui parle la première lorsque le silence devient inconfortable a déjà donné quelque chose. On apprend que le moment où l'on dévoile son jeu n'est presque jamais le bon moment. On apprend à attendre. J'ai appelé Megan et je lui ai tout dit, absolument tout. Elle est restée silencieuse à l'autre bout du fil pendant un long moment. Puis elle a dit, d'une voix parfaitement stable, « Que veux-tu que je fasse ? Ça, c'est ma fille. » Je n'avais besoin d'elle pour ne rien faire de différent, pour continuer à planifier le mariage, pour répondre aux messages de Trevor comme elle l'avait toujours fait, pour ne donner aucune indication que quoi que ce soit avait changé. C'était beaucoup demander à quelqu'un qui venait d'apprendre que l'homme qu'elle allait épouser avait probablement catalogué son héritage depuis leur 3e rendez-vous. Elle n'a pas hésité. Gary avait découvert que Renata Voss serait à Penticton le week-end du dîner de répétition. Elle était enregistrée au même hôtel de charme, sous son propre nom, listée sur la réservation de l'hôtel comme invitée au mariage. Elle ne figurait pas sur la liste d'invités de Megan. Trevor l'avait ajoutée sous le couvert de la coordination externe des fournisseurs du wedding plané, prétendant qu'elle était une consultante juridique qui examinait le contrat du lieu. Elle n'examinait aucun contrat de lieu. Je suis arrivé à l'hôtel Penticton le matin du dîner de répétition, j'ai fait mon enregistrement, et j'ai retrouvé Gary au café du hall. Il m'a remis une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un résumé imprimé de tout ce qu'il avait trouvé, signé et daté, ainsi qu'une clé USB contenant les preuves documentaires. Il m'a aussi donné un petit enregistreur numérique, du genre qui tient dans une poche de veste et fonctionne 6 heures sur une seule charge. Le dîner de répétition a commencé à 19 heures. La salle à manger privée de l'hôtel donnait sur le lac Ska, et en ce début de soirée de septembre, l'eau était plate et cuivrée, sous les dernières lueurs du jour. Trevor était en excellente forme. Il a porté un toast à Megan qui était vraiment émouvant. Son frère, mon fils Daniel, qui était venu de Kamloops, s'est penché vers moi à un moment donné et m'a dit doucement, « Je crois que je me suis trompé sur lui. » J'ai dit à Daniel que j'espérais qu'il avait raison. À 20h45, j'ai vu Trevor s'excuser, disant qu'il devait passer un rapide appel. Il a marché vers le couloir de l'hôtel qui menait à la batterie d'ascenseur. J'ai attendu 4 minutes, puis je me suis excusé en prétextant mon dos, qui n'est en fait pas bon, et j'ai marché dans le même couloir. Gary avait confirmé que Renata Voss était dans la chambre 214. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Le couloir était silencieux. J'ai marché lentement, l'enregistreur déjà en marche dans ma poche de veste. Et quand j'ai atteint la zone devant la chambre 214, j'ai pu entendre assez clairement 2 voix. Celle de Renata était la plus perçante. Elle passait en revue une liste de contrôle, le formulaire de modification de la fiducie, dit-elle. Celui que votre avocat a examiné, et par « votre avocat », elle ne voulait clairement pas dire un avocat de Trevor que j'avais rencontré. J'ai besoin de sa signature à la page 4 et de celle de Megan à la page 7. Si vous pouvez obtenir les 2 avant vendredi minuit, je peux soumettre la demande de transfert dès l'ouverture des bureaux lundi. Les banques ne le signaleraient pas comme inhabituel si cela passe par le compte de fiducie avec les 2 signatures au dossier. La voix de Trevor, et les transferts de propriété, ça prend plus de temps. Renata dit, mais ça n'a pas d'importance. Les actifs liquides du compte d'investissement seuls valent largement assez. Nous serons bien loin avant que quiconque ne réalise que le transfert n'était pas une distribution de routine. Et le vieil homme ? Il n'a plus l'autorité de signature sur la fiducie. Elle l'a configurée pour que Megan soit la seule fiduciaire maintenant qu'elle a 30 ans. Même s'il comprend, il n'y a rien qu'il puisse faire légalement avant que l'argent ne soit déplacé. D'ici là, nous serons à 2 pays de distance. Trevor a ri. Il avait un rire agréable. J'avais remarqué cela chez lui depuis le début. C'était le rire d'un homme à l'aise,
et je comprenais maintenant ce qui le mettait à l'aise. Je suis resté dans ce couloir et j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine comme de l'eau froide. Pas de la rage, exactement. Quelque chose de plus calme et de plus durable que la rage. J'ai envoyé un SMS à Gary, 2 étages au-dessus, s'il vous plaît. Puis j'en ai envoyé un à Megan. Elle est apparue au bout du couloir 90 secondes plus tard, ayant dit à la mère de Trevor qu'elle avait besoin d'un moment d'air. Son visage était très calme. J'ai pointé la porte de la chambre 214, levé un doigt, et elle a hoché la tête. Nous nous sommes tenus ensemble devant cette porte. De l'intérieur, Trevor parlait du calendrier. Transfert lundi, dit-il. Vol mardi matin depuis Vancouver. Ranata dit qu'elle avait trouvé un arrangement au Portugal apparemment, qui accommoderait les fonds sans difficulté. La main de Megan a trouvé la mienne. Elle l'a tenue très fort. Je n'ai pas regardé son visage, car je ne voulais pas qu'elle ait à se contenir pour moi. Elle le faisait déjà toute seule, et j'étais fier d'elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les circonstances. Quand les voix se sont tues, j'ai frappé. Il y a eu un silence d'environ 4 secondes. Puis la porte s'est ouverte, et Trevor se tenait là, et la séquence d'expressions qui ont traversé son visage dans les 2 secondes suivantes m'a dit plus sur qui il était réellement que 14 mois de performance soignée n'avaient réussi à révéler. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis un rapide recalcul, et enfin le sourire. Il a réellement produit le sourire. « Megan, dit-il, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici ?» Megan a regardé par-delà lui, vers Ranata Voss, qui était assise au petit bureau près de la fenêtre, avec un dossier ouvert devant elle, un dossier d'apparence légale. « Qui est-ce » La voix de Megan était parfaitement égale. « C'est Ranata, dit Trevor. C'est la consultante dont j'ai parlé. Celle qui examine les documents du lieu. » Megan a regardé Trevor un instant. Puis elle a dit, « J'ai entendu ce que tu as dit à propos de la fiducie. » Le sourire de Trevor n'a pas disparu immédiatement. C'est la particularité des gens très entraînés, ils peuvent maintenir une position légèrement plus longtemps que prévu, mais il a fini par s'éteindre. Derrière moi dans le couloir, j'ai entendu des pas. Gary était arrivé avec 2 personnes que j'avais reconnues d'une réunion à laquelle j'avais assisté cet après-midi-là, dans un bureau discret du centre-ville de Penticton, la caporale Andrea Hewitt et sa collègue de l'unité des fraudes commerciales de la GRC. Qui avait écouté pendant 90 minutes la documentation de Gary et le résumé juridique d'Hélène Marsh, et avait convenu que ce qu'elles entendaient constituait des motifs suffisants pour une enquête active et une intervention immédiate. Je me suis tourné vers Trevor. « Je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit. Je sais que ton nom est Trevor Hallyday. Je connais le procès en Nouvelle-Écosse. Je connais ton ancienne femme à Fredericton et le règlement de son père. Je connais la société numérotée que tu partages avec Ranata. Je sais ce que tu comptes faire de l'héritage de ma fille, et la GRC le sait aussi. » Son visage était devenu complètement impassible. La caporale Hewitt s'est avancée et s'est identifiée. Elle a dit à Trevor et à Ranata qu'ils étaient détenus pour être interrogés, dans le cadre d'une enquête sur des allégations de fraude financière. Elle était calme et professionnelle, et elle leur a lu leurs droits, avec la manière particulière et neutre de quelqu'un qui a fait cela de nombreuses fois auparavant. Ranata a dit quelque chose d'acerbe à propos des avocats. Trevor n'a rien dit du tout. Ils ont été escortés hors de la pièce. Le dossier sur le bureau, qui contenait effectivement les documents de modification de la fiducie avec le nom de Megan déjà rempli à la page 7, a été photographié et pris comme preuve. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte de cette chambre d'hôtel, après leur départ. Le lac était toujours visible par la fenêtre, complètement sombre maintenant. Quelques lumières de la rive lointaine se reflétaient sur l'eau. Puis je suis redescendu avec ma fille. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été facile. Megan s'est tenue devant 40 personnes, dans une salle à manger privée surplombant un magnifique lac, et leur a dit, en moins de mots que je n'aurais réussi, que le mariage était annulé, qu'elle allait bien, et qu'elle apprécierait leur discrétion et leur soutien dans les jours à venir. Certaines personnes ont pleuré. D'autres ont semblé soulagées, comme le sont les gens quand quelque chose qu'ils soupçonnaient mais ne pouvaient pas dire est enfin reconnu. Son frère Daniel est resté avec elle pendant 1 heure après, et j'en étais content. J'ai fait une promenade le long de la rive du lac seul, vers 22 heures. C'était une nuit fraîche pour début septembre, le genre qui vous rappelle que la durée de l'été dans l'Okanagan est toujours temporaire. J'ai pensé à Patricia.
J'ai pensé à la façon dont elle avait l'habitude de s'asseoir dans le jardin de la propriété de Colonna le soir avec un verre de vin, très immobile, regardant la lumière changer sur les collines. Elle avait un instinct pour l'immobilité que je n'avais jamais entièrement appris d'elle. J'apprenais encore. L'enquête de la GRC a progressé au cours des mois suivants. Je ne détaillerai pas tout, car une partie est toujours en cours, mais le cœur de ce que Gary et Hélène avaient rassemblé a tenu bon. Trevor Hallyday et Renata Voss ont été formellement inculpés en rapport avec l'affaire de Moncton et le règlement de Fredericton, que les enquêteurs ont pu rouvrir avec de nouvelles preuves, ainsi que la fraude planifiée contre Meghan. L'ancien partenaire commercial en Nouvelle-Écosse, un homme nommé Gerald, qui avait passé 7 ans à croire que personne ne prendrait jamais sa plainte au sérieux, m'a appelé directement pour me remercier. Cet appel a été étonnamment difficile à gérer. Meghan a mis 4 mois à se remettre. Elle est restée à Vancouver, mais a pris un congé de 6 semaines, a passé du temps avec des amis, est venue à Kelowna plusieurs week-ends pour s'asseoir dans le jardin avec moi et parler de rien en particulier, ou de tout en particulier, selon le jour. Elle a pleuré, mais pas aussi souvent que je m'y attendais. Elle était plus en colère que triste, et je pense que c'était la bonne proportion. La question à laquelle elle revenait le plus souvent était de savoir comment elle avait pu manquer ça. « Tu ne l'as pas manqué ?» lui ai-je dit lors d'un de ces week-ends de fin novembre, assis dehors, sous les dernières lueurs du soleil d'automne sur le vignoble dormant. « Tu l'as senti. Tu m'as dit 4 mots à la fête, parce que quelque chose en toi savait déjà. La partie de toi qui l'a reconnue venait juste d'être confrontée à 14 mois d'une performance très habile. » Elle est restée silencieuse un instant. « Il était bon à ça, a-t-elle dit. Il l'était. Mais tu as été meilleur à t'écouter que tu ne le penses. Je veux faire confiance aux gens à nouveau. Elle a dit, je ne veux pas devenir quelqu'un qui ne peut pas. Tu ne le deviendras pas. J'ai versé plus de vin dans son verre. Ta mère était l'une des personnes les plus confiantes que j'ai jamais connues. Sais-tu pourquoi elle pouvait se le permettre? Meghan a secoué la tête. Parce qu'elle faisait attention. La vraie confiance n'est pas quelque chose que tu donnes librement en espérant le meilleur. C'est quelque chose que tu accordes lentement, et tu observes ce que la personne fait avec les petites quantités avant de lui en donner plus. Ta mère faisait confiance aux gens parce qu'elle observait attentivement d'abord. Ce n'est pas du cynisme. C'est juste de la sagesse. Meghan a regardé le vignoble pendant un long moment. Tu penses qu'elle l'aurait démasqué? En 1 semaine, ai-je dit, peut-être 10 jours. Elle a ri pour la première fois en ce qui semblait être des mois, et j'ai ri aussi. Et quelque part dans la qualité de ce rire particulier, j'ai pu entendre Patricia très clairement. 6 mois après l'annulation du mariage, Meghan m'a appelé un mardi soir, ce qui n'est pas son jour d'appel habituel, ce qui signifiait qu'elle avait quelque chose à dire qui n'attendrait pas le week-end. Elle était de retour au travail depuis 4 mois. Elle avait recommencé à courir, quelque chose qu'elle avait laissé de côté pendant la relation. Elle avait réservé un voyage au Portugal avec Diane, ce qui, à mon avis, montrait une admirable récupération de quelque chose qui avait été brièvement contaminé. Et elle avait rencontré quelqu'un, a-t-elle dit prudemment. Pas d'une manière qui suggérait quelque chose de sérieux encore, juste d'une manière qui suggérait que la possibilité de quelque chose de sérieux n'était plus terrifiante. Parle-moi de lui, ai-je dit. Elle l'a fait. Elle l'a décrit avec une qualité d'attention particulière, remarquant des choses spécifiques, la façon dont il s'est excusé auprès d'un serveur pour avoir mis trop de temps à commander, la façon dont il parlait de sa famille avec aisance et sans se censurer, la façon dont il lui avait raconté. Lors de leur deuxième rencontre, une entreprise qui avait lamentablement échoué, et ce qu'il en avait appris. Elle regardait attentivement. Je pouvais l'entendre dans chaque phrase. C'est bien, lui ai-je dit, continue de regarder. Je sais, a-t-elle dit, je le ferai. Après avoir raccroché, je suis sorti dans le jardin et je me suis tenu là où Patricia avait l'habitude de s'asseoir. L'Okanagan en mars est encore froid, les vignes taillées et les collines d'un brun pâle, rien à voir avec l'été. Mais il y a quelque chose dans la qualité de la lumière même à ce moment-là. Une clarté particulière que je n'ai jamais trouvée nulle part ailleurs. J'ai réfléchi à ce que cela signifie de protéger quelqu'un sans le diminuer. On ne peut pas veiller sur les gens que l'on aime en se plaçant entre eux et tout ce qui est incertain. Patricia avait compris que la meilleure protection que j'avais pu offrir à Meghan n'était pas un mur, mais un ensemble d'outils, faire attention à ce qui ne colle pas, faire confiance à la voix silencieuse qui dit que quelque chose ne va pas.
demander de l'aide avant que la situation ne soit irréparable. Et comprendre que le véritable amour n'arrive pas tout fait et sans défaut. Il arrive honnêtement, avec ses imperfections visibles, et il reste quand les choses sont difficiles. J'ai pensé à Gérald en Nouvelle-Écosse, qui avait déposé une plainte pendant 7 ans et avait finalement été entendu. J'ai pensé à la femme de Fredericton, dont le père avait payé pour faire disparaître un problème, ce qui est une sorte de protection qui ne protège personne. J'ai pensé à la différence entre ces deux réponses et à ce que cela coûte avec le temps. Je suis rentré, j'ai versé un petit verre d'une des bouteilles de la propriété que Patricia avait aimée, et je me suis assis dans son vieux fauteuil. Si vous êtes un parent qui lisait ceci, ou un grand-parent, ou quiconque a quelqu'un qu'il aime et qui s'engage dans une relation dont il n'est pas sûr, je veux dire quelque chose clairement, vos instincts sont une information. Le sentiment silencieux que quelque chose ne colle pas mérite d'être examiné. Non pas parce que vous devriez traiter tout le monde avec suspicion, mais parce qu'un regard bref et attentif coûte très peu comparé à ce qu'il pourrait prévenir. Vous n'avez pas besoin d'accuser qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de créer de conflit. Vous avez simplement besoin de regarder et de vous assurer que la personne que vous aimez a reçu la vérité avant de prendre une décision permanente. Le plus difficile n'est pas l'enquête. Le plus difficile est de croire que les personnes que vous aimez peuvent gérer la vérité. Ma fille l'a gérée avec plus de grâce que je n'avais le droit d'attendre. Elle l'avait portée elle-même pendant 3 semaines avant de venir me voir, ce qui en dit long sur le genre de personne qu'elle est. Patricia a bien choisi quand elle m'a fait promettre de faire attention. J'apprends encore à être digne de cette promesse.